De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Alexis Mohamed et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daoud Attal. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. L'économie djiboutienne se porte plutôt bien. Selon les dernières prévisions de croissance, elle devrait se chiffrer à 7% entre 2016 et 2017. Seulement, le taux de chômage reste très élevé, autour de 40%. Le gouvernement a donc décidé de réagir et mise pour cela sur le partenariat public-privé, entre autres. Explication dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Djibouti, Eladine Ndiaye, Mokhtar Barry et Olive Adiakotan. Le chômage des jeunes à Djibouti reste d'actualité malgré la croissance économique positive de ces dernières années. 70% des jeunes de moins de 30 ans sont touchés par le chômage. Le pays compte actuellement 200 000 chômeurs sur une population de moins d'1 million d'habitants selon la Banque mondiale. Les autorités misent désormais sur la formation professionnelle et le partenariat public-privé pour permettre à des dizaines de milliers de jeunes de trouver un emploi rémunéré. Nous sommes ici sur le chantier de construction de la deuxième ligne du chemin de fer reliant l'Éthiopie à Djibouti. On y trouve de nombreux jeunes djiboutiens sans véritable qualification. Ce chantier est pour eux une occasion d'apprentissage de plusieurs métiers pour leur réinsertion professionnelle grâce au partenariat entre le gouvernement djiboutien et une société chinoise. La maçonnerie m'a toujours fasciné. Les Chinois m'ont bien formé pour les travaux de ce chemin de fer. Je pense qu'à la fin de ce projet, je travaillerai à mon propre compte. C'est pour moi un réel plaisir de participer à des travaux pour le développement de mon pays. Je travaille ici comme caroleur et c'est ici que j'ai appris ce métier. Je serai heureux de pouvoir l'exercer plus tard pour mieux gagner ma vie. C'est déjà un honneur de travailler pour son pays et surtout de faire partie de grands projets. Omar Ahmed Ben Hamed est un jeune entrepreneur djiboutien. Après un baccalauréat en génie civil, ce trentenaire, formé au centre professionnel de Djibouti, a eu la chance de poursuivre ses études supérieures au Maroc. De retour dans son pays, il dirige un bureau d'études durant 5 ans. Grâce à cette expérience acquise et son goût pour l'entrepreneuriat, il crée sa propre société. Aujourd'hui, il exerce dans le BTP et aide à la formation pratique des étudiants. En formation professionnelle, je voulais dire que les étudiants qui ressortent de l'université en licence, on peut dire qu'ils ne sont pas qualifiés à 100% parce qu'on trouve rarement des étudiants qui sont motivés dans ces domaines et ça lui manque la pratique. J'ai eu pas mal de stagiaires chez moi au bureau, c'est la pratique qui lui manque. La théorie, ils sont bien en théorie, ils sont bons, mais c'est la pratique sur chantier parce qu'ils n'ont pas eu les chances d'être sur chantier et voir la réalité. L'université de Djibouti a été créée le 7 janvier 2006. 7000 étudiants fréquentent les 5 facultés disponibles actuellement jusqu'à la licence. Il s'agit des facultés de droit et de gestion, des lettres, de l'ingénierie, des sciences et de la médecine. Ce temple du savoir met sur le marché de l'emploi 1500 diplômés chaque année. Une main-d'œuvre difficilement absorbée par les entreprises. C'est notre objectif de pouvoir lancer le parc industriel au mois de décembre 2016. Sur à peu près une vingtaine de grandes sociétés de production manufacturière ne nécessitant pas une main-d'œuvre hautement qualifiée pour absorber entre 10 et 15 000. Et pendant ce temps, la partie djiboutienne formée, on va dire un peu la crème du futur de l'élite, arrivera sur le marché pour occuper des fonctions qualifiante ou qualifiée. La formation professionnelle pour une indépendance des jeunes sur le marché de l'emploi est donc une vision partagée par plusieurs décideurs à Djibouti. Le partenariat public-privé commence peu à peu à prendre forme pour la réinsertion de la jeunesse. Mais les écoles professionnelles ne sont pas encore suffisantes dans le pays. Le pays va investir près de 17,5 milliards de dollars dans tous les secteurs d'ici 5 ans. Et une grande partie sera destinée à la création d'emplois pour un Djibouti émergent d'ici 2035.
Monsieur Mohamed, 70% des jeunes de moins de 30 ans sont touchés par le chômage à Djibouti. Comment l'expliquer ? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Les chiffres sont quasiment exacts. Mais néanmoins, il faut également contextualiser tout cela. Il faut savoir que Djibouti est passé par une phase d'abord de stabilité et pour la sécurité également, parce qu'il y a eu quand même, comment dirais-je, une guerre qui opposait le gouvernement avec les fruits. Donc, étant donné que la priorité a été donnée pour la stabilité de ces pays-là, effectivement, ce qui a consisté à ce que nous ayons autant de retard aujourd'hui. Mais pour cela, nous sommes également conscients que la formation est la clé pour l'émergence de la République de Djibouti. Et je pense que c'est une situation qui est extrêmement considérée par le président de la République et par le gouvernement. Donc il y a plusieurs engagements dans le cadre justement de lutte contre l'inactivité sociale. Et je pense que les priorités ont été définies même très récemment, et également par l'annonce de la mise en place d'un plan de l'insertion professionnelle. Il y a eu également des assises nationales, comment dirais-je, publiques-privées, pour justement préparer, amorcer du moins, comment dirais-je, la lutte contre l'inactivité sociale. Mais il est vrai que c'est un chiffre qui nous inquiète, mais la volonté politique est là et démontrée également par le président de la République. Alors Jean-Marie, on l'a vu dans le reportage, le gouvernement djiboutien mise sur la formation professionnelle pour lutter contre le chômage, mais former pour former ne serait pas bénéfique. Encore faut-il pouvoir insérer ces jeunes dans le marché du travail. Je pense que Djibouti est une économie qui a fait pas mal d'efforts. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand on parle d'un petit pays comme Djibouti, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? Nous pensons, si vous voulez, à tous nos pays africains en tant que tels. Bon, moi, en tant qu'économiste, l'analyse que j'en fais, Djibouti, si vous voulez, est un pays qui rentre, si vous voulez, dans la dynamique internationale rien qu'à partir des années 77. Donc, à partir de là, il faut être réaliste et se dire que dans ce laps de temps-là, vous n'avez pas le temps de pouvoir construire, sans oublier que par la suite, si vous voulez, une fois Djibouti, ça n'a pas été stabilisé tout de suite. Effectivement, je l'ai dit souvent sur ce plateau, il y a une chose qui est très, très, très difficile à mettre en place chez nous, c'est de pouvoir éradiquer le chômage des jeunes. Tout simplement pourquoi ? Parce que nos systèmes éducatifs ont été habitués, vous avez entendu dans le reportage ici, là, nos systèmes éducatifs ont été habitués à donner à nos jeunes des formations qui sont inadaptées par rapport à nos environnements économiques. Aller faire, comment dirais-je, la gestion, aller faire du droit, alors qu'on a besoin de menuisiers, on a besoin de plombiers, on a besoin... C'est à travers ça qu'on construit un tissu économique, productif, performant, en s'adaptant, si vous voulez, localement aux échanges, c'est-à-dire aux exigences internes et non, si vous voulez, un système éducatif importé de l'extérieur. Justement, Monsieur Mohamed, est-ce que les formations proposées par le gouvernement djiboutien sont adaptées à la demande du marché du travail ? En fait, on n'est pas encore en mesure de dire si des formations sont adaptées ou pas, dès lors qu'on n'a pas encore une diversité en matière de formation. Parce que, et je vous rejoins là-dessus, nous n'avons pas non plus anticipé les fortes demandes. Il faut par là, justement. Oui, mais justement, c'est les questions qui se posent. Et je pense que, je l'espère, si le président de la République est reconduit dans ses fonctions, je pense que, en tout cas, moi je pousse dans ces sens-là, c'est qu'à un moment donné, il faudra, pour poser justement le socle de cette question-là, apporter une réflexion globale par rapport à nos besoins pour anticiper justement cette question-là. Et la réflexion doit être également inclusive. Je pense qu'il n'y a pas que les politiques qui doivent réfléchir sur cette question-là. Il y a également la responsabilité du secteur privé, il y a également, comment dirais-je, la société civile, il y a également les syndicats. Je pense que la mise en place d'une table ronde entre les différents acteurs permettra justement de poser le socle afin non seulement d'anticiper cette question sur la formation et l'insertion des jeunes, mais également pour répondre, parce que nous sommes également aujourd'hui dans une dynamique, comment dirais-je, de promouvoir les climats des affaires de Djibouti. Donc un investisseur qui doit venir investir à Djibouti a forcément besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Et voilà, donc... Daouda, M. Alexis parlait du secteur privé pour lutter contre le chômage. C'est la vision du gouvernement djiboutien, mais est-ce la bonne solution? Et si oui, à quelles conditions cela pourra produire les effets escomptés? Vous parlez de la formation du secteur privé. Du secteur privé, oui, effectivement. Je pense que c'est la meilleure solution, de toute façon, étant donné que l'État a très peu de moyens pour donner de l'emploi.
bien entendu, il faut le secteur privé. Et ça, c'est une évidence, à mon avis. Donc, c'est un bon choix. Maintenant, tout dépend de comment cela va être mis en œuvre. Parce qu'on parlait, le reportage relatait l'option sur les partenariats publics-privés. Mais à ce titre-là, il faut quand même être prudent. Parce que bon, les partenariats publics-privés, c'est très intéressant, certes, puisque ça permet à l'État de donner des conditions à un privé ou même de s'associer à un privé pour mettre en place des grands projets créateurs d'emplois, etc. Par contre, on se rend souvent compte que l'État est lésé dans ce type de partenariat parce que c'est souvent compliqué à mettre en place, il faut lire entre les lignes, les multinationales qui arrivent en mode de partenariat privé savent très bien savent très bien les clauses qu'il faut mettre pour avoir moins de charges possibles en termes, par exemple, d'entretien ou d'exploitation de la chose elle-même. Et l'État se retrouve, dans certains cas, à débourser de l'argent plus que prévu au détriment de l'investissement vers d'autres secteurs sociaux, par exemple. Donc, partenariat public-privé pour créer de l'emploi, oui, mais bon, prudence quand même à ce niveau-là. Jean-Marie, il faut peut-être aussi s'assurer que la main-d'œuvre utilisée soit une main-d'œuvre locale. Tout à fait, parce que nos économies africaines, je l'ai dit souvent sur ce plateau, nous ne pouvons pas nous développer parce que les Occidentaux, quand ils parlent de l'Afrique, on ne tient pas compte de la psychologie fondamentale de l'Africain. Pas la psychologie économique, je parle de la psychologie sociétale de l'Africain. Faire des affaires pour un Africain ne veut pas dire la même chose que faire des affaires pour un Européen. Faire des affaires pour un Africain, c'est-à-dire c'est vouloir en sorte que vous ayez un enrichissement collectif, de manière collective. J'ai écrit certains papiers là-dessus où je parle un peu de la tontine au Cameroun, la tontine de base que nous connaissons dans nos sociétés, qui est une pratique un peu qui me rappelle un peu la finance islamique, si vous voulez. Vous avez les fonds qui sont mis en commun privilégient d'abord l'enrichissement de la collectivité dans sa globalité et non l'enrichissement personnel. Et dès l'instant que vous prenez la psychologie sociale d'un individu, vous venez implanter une psychologie économique qui est différente par rapport à ce qu'il pense, ça nous mène très très fréquemment en Afrique à des échecs, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a un rejet. On vient implanter un corps étranger. Les gens, on peut mettre des milliards que vous voulez. Dès l'instant que les gens qui apportent des finances de l'extérieur ne comprennent pas la psychologie environnementale du milieu dans lequel ils vont placer les choses, c'est tout simplement pour faire du business pour moi. Dans ces conditions-là, on ne privilégie pas parce que sur ce plateau, nous déplorons toujours qu'il y ait de la croissance en Afrique et que le développement ne suive pas. Voilà une des causes que moi j'ose poser sur la table, dire à nos dirigeants que sachez qu'on vous apporte c'est-à-dire des projets clés en main, c'est-à-dire des solutions clés en main, mais ces solutions-là, c'est-à-dire ne prennent pas en compte, si vous voulez, nos réalités économiques locales de chacun des environnements africains. Monsieur Mohamed. Vous avez parfaitement raison, mais en plus là on parle de multinationales, des sociétés étrangères qui veulent s'implanter ou investir dans le pays, par exemple en l'occurrence même à Djibouti. Mais je pense qu'il doit y avoir un point de départ. Nous avons également des entreprises locales des acteurs économiques locaux qui investissent également à Djibouti. Et je pense que aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être vous êtes au courant, il y a le Code des investissements, c'est qui permet d'encourager justement l'investissement en République de Djibouti. Et j'ai assisté récemment les assises sur la fiscalité. Et il y avait le représentant du FMI qui disait justement de Djibouti que nous avons aujourd'hui l'un des codes des investissements les plus généreux en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une perte quasiment de à peu près 90 milliards pour la République de Djibouti, sans pour autant que nous menions une politique de suivi, une politique win-win, par rapport aux entreprises qui bénéficient justement de ces codes des investissements, parce qu'il y a quand même un engagement à la fois moral et économique là-dessus, qui est celle d'engager justement des demandeurs d'emploi locaux. Donc non seulement il n'y a quasiment pas de locaux, mais nous faisons parvenir la plupart du temps, d'où la raison pour laquelle il faut former justement nos jeunes comme nos adultes, parce que la question de l'inactivité sociale ne sont pas uniquement concernées que les jeunes. Voilà, donc quelque part on peut justifier justement quand on fait appel à des autres compétences et également de l'étranger. Mais par contre, juste 2 minutes si vous me le permettez, moi j'avais déjà demandé à ce que pour les sociétés qui bénéficient aujourd'hui des comptes de
du Code des investissements, à ce qu'il y ait un organe quand même des suivis de façon à voir si l'engagement est effectué ou pas. Parce que si ce n'est pas le cas, eh ben dans ce cas-là, que la pénalité ou les pénalités soient apportées et qu'on rembourse. Parce qu'on ne peut pas perdre d'un côté comme également de l'autre côté, donc économiquement et socialement. Merci, M. Mohamed. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Patrice Talon prend officiellement les rênes de la République du Bénin. Le président élu le 20 mars 2016, avec plus de 65% des voix, a prêté serment ce mercredi à Porto Novo. Et puis, un nouveau rebondissement en République du Congo. L'opposant parfait Kolela a reconnu sa défaite à la présidentielle du 20 mars ce mercredi et appelle ses partisans à en faire de même. Nous allons encore marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa News Room. À tout de suite.